Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui nous nous rendons à Lausanne où nous avons rencontré la présidente du Conseil d'État vaudois, Nouria Gohité, première femme à la syndicature de Morges mais également à la présidence du Conseil d'État vaudois. Durant cet entretien, nous reviendrons sur son parcours, nous parlerons également aussi de la légitimité des femmes dans la politique, sont-elles mieux représentées aujourd'hui? Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus attendre, je vous propose que l'on en parle maintenant. Bonjour Nouria, comment vas-tu? Bien, et toi Maxime? Mais oui, très bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici dans ton bureau à Lausanne. Alors pour te présenter en quelques mots, tu es la ministre, chef du département des infrastructures et des ressources humaines, première femme à être élue présidente du Conseil d'État vaudois. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton cahier des charges en fait? Qu'est-ce que c'est d'être président? Il est fixé un peu par la Constitution. La présidence du gouvernement, dans la nouvelle Constitution depuis 2003, exerce cette fonction sur 5 ans. Désigné par ses pairs, donc c'est le collège gouvernemental qui s'organise. Premier président sous cette formule, ça a été Pascal Broulis, puis Pierre-Yves Maillard, puis moi. Et donc le cahier des charges, il est un peu double, si on veut bien. Le premier travail, c'est d'organiser le travail du collège gouvernemental, de faciliter la prise de décision, de veiller finalement à la bonne entente entre les membres, à faire un peu la pipette d'huile dans les rouages. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi d'incarner les décisions du gouvernement à l'extérieur et de porter les politiques publiques qui sont décidées par le gouvernement. Pour ça, on s'est doté d'un programme de législature, ça c'est aussi la Constitution qui le dit, et on a assorti ce programme de législature d'une planification financière qui est, disons, présentée devant le Parlement. Alors, il faut dire que tu as commencé la politique très tôt, à 22 ans tu as été élue conseillère communale à Morges, puis municipale en 2000, 2007 élue au Grand Conseil, 2008 tu reprends la syndicature de la ville de Morges suite à l'élection de Éric Voru au Conseil national, et en 2012 conseillère d'État. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer en politique, sachant que tu étais quand même conservatrice du musée Alexis Forel à Morges? Alors, pourquoi d'être lancée en politique? Bon, moi, avant de faire de la politique, je faisais de l'associatif. Je me suis engagée très très jeune au sein de Amnesty International. À 16 ans, j'ai adhéré à ce mouvement parce que j'étais, disons, très préoccupée, très intéressée par la défense de la liberté d'expression, par la défense des droits humains. Et donc, c'est assez naturellement que j'ai adhéré à cette association. D'abord parce qu'elle est crédible sur le plan international, puis deux, parce qu'elle a des moyens d'action qui correspondent à ce que je suis, qui consiste à écrire des lettres à des gouvernements pour attirer leur attention sur des situations particulières, et ça en masse, pour défendre la condition. Souvent, c'est des gens qui sont emprisonnés, qui n'ont pas eu de procès équitable, et donc voilà, c'est cette forme d'organisation qui me correspondait. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, quand on s'intéresse à la chose publique loin de chez soi, arrive un jour où on se demande, finalement, c'est organisé comment chez soi, comment ça fonctionne. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami à l'époque à l'université qui m'a entraînée au conseil communal de Morges. Voilà. Parce que c'est vrai que tu es d'origine espagnole, tes grands-parents militants antifranquistes, sauf erreur, donc ils ont quitté l'Espagne pour la Suisse. D'ailleurs, c'est comme ça que tes parents se sont rencontrés, voilà. Alors justement, c'était une de mes questions, j'allais dire que c'est comme ça que tu t'es engagé dans Amnesty International, c'est par le biais justement du passé de tes grands-parents. C'est un peu une histoire familiale, en fait. C'est vrai que moi, par mes grands-parents qui ont émigré en Suisse, j'ai été très vite sensibilisée à cette dimension de qu'est-ce que ça veut dire une guerre civile. L'Espagne en a vécu, plus tard les pays des Balkans en ont vécu aussi. Une guerre civile, ça veut dire que c'est des luttes fratricides. C'est entre voisins qu'on s'entretue pour des idées. Et on l'a vu avec la Catalogne d'ailleurs un peu. En ce moment, bon, ils s'entretuent pas encore, mais disons, on voit bien effectivement que c'est toutes ces exactions à l'égard
de son prochain en raison d'idées. C'est quelque chose qui est assez éloigné de ma conception de la démocratie. Et donc, de défendre les institutions, de défendre le droit à la parole, mais dans un cadre démocratique, c'est quelque chose qui m'anime depuis l'adolescence. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que de pouvoir m'inscrire dans ces institutions suisses qui sont si solides, on le voit d'ailleurs en ce moment avec la crise qu'on traverse du coronavirus, à quel point tout le monde s'est tourné vers l'institution, vers l'État, parce qu'on est solide, parce qu'on est capable de donner une réponse aux besoins de protection, de sécurité et d'aide dont ont besoin les citoyens quand ils sont affaiblis. Eh bien voilà, pour moi, un modèle de démocratie, ça passe par des institutions solides. Et donc, quand on les démolit au nom des idéaux, eh bien, c'est très contraire à ma représentation de ce que doit être la vie en commun et la défense des idéaux. Parce que c'est vrai que tu as été la première femme à la tête de la municipalité de Morges, première femme également présidente du Conseil d'État. Alors actuellement, c'est vrai que sur 7 sièges au Conseil d'État, vous êtes 5 femmes. Oui. Alors, je regardais tout à l'heure sur l'Office fédéral de la statistique, dans les exécutifs cantonaux en Suisse. En 1983, il n'y avait qu'une femme contre 167 hommes. Aujourd'hui, il y a seulement de nouveau 38 femmes, mais contre 116 hommes, représentant à peu près 24,7%, ce qui reste quand même en dessous par rapport au Conseil national ou au fédéral. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait encore envisager ? Quel est le message que tu as envie de faire passer aux jeunes femmes qui souhaiteraient justement s'engager dans la politique, indépendamment de leur parti ? Alors, je pense que pour les femmes en général, pas seulement les jeunes, Oui. D'ailleurs, ça vaut pour la politique, mais ça vaut aussi pour le monde économique, parce que les chiffres que tu donnes ne sont pas nécessairement meilleurs dans le monde de l'entreprise. Au contraire, il n'y en a quasiment pas. Exactement. Ouais. Je pense que la première des choses, c'est de croire en leur légitimité. Je pense que ce qu'on attaque en premier chez la femme, c'est sa légitimité à exercer sa fonction, à pouvoir prétendre à la même ambition qu'un homme. Et il y a beaucoup de femmes qui se découragent parce qu'elles se sentent pas légitimes. On leur a pas appris, depuis qu'elles sont petites, à se sentir légitimées à occuper une place de responsable. Et souvent, on voit qu'une partie du problème, c'est les femmes elles-mêmes, qui se dévalorisent parce qu'on leur a pas tendu cette perche de la confiance très très jeune. Et je pense que ça passe par l'éducation parentale, ça passe par l'école, ça passe aussi par une société qui met en valeur les modèles féminins de réussite, que ce soit dans des domaines scientifiques, dans des domaines économiques, dans des domaines politiques. Il faut que les jeunes filles, disons, elles aient des modèles auxquels elles peuvent s'identifier. Et ces modèles, plus ils vont être divers, plus ils vont être différents, et plus elles seront nombreuses, finalement, à sentir qu'elles aussi, elles ont cette capacité d'exercer une responsabilité. Et puis, pour la politique plus spécifiquement, je crois que c'est la responsabilité des partis. De faire confiance, de faire la place aux femmes. Moi, je viens d'un parti qui a fait cette place aux femmes depuis longtemps, puisqu'on s'est, au Parti socialiste, assigné une parité dans les candidatures. Eh ben, on voit que quand il y a les femmes qui sont présentes sur les listes électorales, eh bien, elles se font élire. Donc, ça veut dire que la population, elle est prête pour faire confiance aux femmes. La preuve, tu évoquais les 5 femmes au Conseil d'État vaudois. Je pense qu'une Christelle Luisier ou une Rebecca Ruiz, c'est pas parce qu'elles sont femmes qu'elles ont été élues, c'est parce qu'elles sont compétentes. Voilà. Et voilà, on est arrivé à ce moment où, la présence des femmes, elle devient naturelle. Et moi, j'aspire à ce que les femmes, elles puissent se sentir naturellement appelées à exercer des responsabilités au même titre qu'un homme. C'est vrai que c'est venu assez tard. 1983, première femme à l'exécutif cantonal, c'est venu relativement très tard, mais voilà. Est-ce que toi, tu as senti un changement depuis que tu étais élu au conseil communal jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as vu une différence? Ah, énorme. Ouais. Oui. Non, mais bien sûr. Moi, j'ai vécu, disons, mes débuts en politique, ils datent de la non-élection de Christiane Brunner au Conseil fédéral. Ça date. Oui, mais disons, à cette époque-là, il y avait eu un mouvement des femmes de tous les partis politiques, de toutes les conditions sociales, qui avaient été très choquées des attaques à l'encontre de cette femme brillante parce qu'on lui prêtait un physique disgracieux, etc. Et tout à coup, on a pris conscience qu'on n'était pas à égalité dans la société suisse pour exercer des responsabilités
au niveau national. Et donc moi, je me souviens que j'ai commencé mon activité politique à ce moment-là. Il y avait eu l'élection de Ruth Dreyfus, il y avait eu des mouvements dans la rue, des manifestations, la grève des femmes. Et moi, si tu veux bien, j'ai été portée par cet élan. Et donc j'ai grandi en politique en même temps que la question de la légitimité des femmes et de leur place en politique a grandi. Et quand j'étais encore le 14 juin dernier dans les rues de Lausanne avec toutes mes collègues du Conseil d'État vaudois, on a vu l'élan qui est magnifique aujourd'hui. Et je crois qu'on a vraiment changé d'air. Ça ne veut pas dire que les questions d'égalité sont réglées, loin s'en faut, mais la question de la représentation des femmes et leur place en politique, elle a avancé. Reste que le canton de Vaud reste une exception, si je regarde autour de nous. Dans les autres cantons, même romans, on a des représentations qui sont l'inverse. On a plutôt 5 hommes, 2 femmes, voire 4 hommes, 1 femme. Et donc, les 5 femmes du gouvernement vaudois, elles font exception au niveau roman, mais aussi au niveau suisse, voire au niveau international. Donc c'est un petit peu une bataille de gagner, mais pas la guerre encore. Mais on démontre que c'est possible, disons. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que d'abord la situation, elle se reproduit. Ça fait depuis 2012 qu'on a un gouvernement à majorité de femmes, donc ça fait maintenant 8 ans. Maintenant, avec l'élection de Christelle Luizy en remplacement de Jacqueline, on a renouvelé ce gouvernement à 5 femmes. Et j'ai le sentiment que si on n'est pas meilleur, en tout cas, on n'est pas pire dans l'administration de la chose publique. Donc, on est en train de faire la démonstration que finalement, la présence des femmes, elle devient naturelle. Prochain département, les finances. Écoutez, on verra, ça c'est pourquoi pas. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut pas assigner les femmes qu'il y a des questions qui sont d'habitude attribuées aux femmes. Moi, j'exerce la responsabilité à la tête des infrastructures de transport. On n'est pas très nombreuses en Suisse comme femmes ministres des Transports. On a une conseillère fédérale, déjà avant, avec Doris Leuthard, maintenant Simonetta Sommaruga. Mais c'est vrai que dans les autres cantons, je suis plutôt entourée d'hommes. Alors justement, pour parler un petit peu d'actualité, en tes qualités de présidente du gouvernement, comment tu as vécu ces derniers mois de confinement lié avec le coronavirus? Comment toi tu l'as vécu? Bon, moi, j'ai pas du tout été confinée, parce que, disons, depuis le début de cette crise, il est vrai que, voilà, on a dû travailler 10 fois plus qu'avant. On a été confronté à toute une série de questions qu'on a dû mettre en place, par exemple, toutes les hotlines. Tous les gens étaient confrontés à des milliers de questionnements sur leur santé, sur savoir à quel moment il fallait consulter, les tests de dépistage, les questions de réduction d'horaire de travail, de droit au chômage, les questions d'APG pour les indépendants, qui y avait droit, qui y avait pas droit, les questions liées à savoir combien de temps ça va durer pour quel type de profession, les conditions de la reprise. Bref, on voit que les questions des citoyennes et des citoyens vaudois ont été innombrables. Il a fallu réagir et répondre à tout cela, mettre en place des structures, organiser les réseaux de soins, mettre en place les lignes, disons, d'enseignement à distance. Les professeurs ont dû réinventer d'un jour à l'autre leur enseignement. L'administration cantonale a dû basculer en 100% en télétravail pour celles qui pouvaient. Et donc, il a fallu mettre en place tout cela. Bref, on n'a pas arrêté de résoudre des questions. Donc, moi, j'ai de loin pas été confinée, mais comment j'ai vécu ce moment, eh bien, c'était un moment qui était si intense dans d'abord la difficulté, la dureté du moment. On était confrontés quand même à des questions très graves et on était pleinement conscients qu'on devait prendre des décisions, agir, alors qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. On n'avait pas toutes les réponses à toutes nos questions, mais il fallait agir malgré tout et dans l'urgence. Et donc, ça a été le poids d'une responsabilité pour le gouvernement immense. Et aujourd'hui, une reconnaissance infinie envers cette population qui a compris le moment, qui a joué le jeu, qui nous a permis, disons, d'envisager une reprise progressive de l'activité. Mais quand même, aujourd'hui, on est ce jour-là, on est le 11 mai, on est en train de constater que la vie reprend. Et j'espère que, disons, ce marathon qu'on a entrepris, eh bien, il va nous permettre d'éviter le pire
et puis de traverser cette épreuve dans la solidarité, comme on a su le faire jusqu'à maintenant. Alors comme tu disais, le 11 mai, nous sommes le 11 mai, selon la RTS, la Corée, la Chine et l'Allemagne, apparemment il y a de nouveau une recrudescence du virus. Est-ce que c'est pas peut-être un peu précipité? Bon, l'objectif, on a toujours dit, c'était pas de boucler l'économie. Ça n'a jamais été un objectif. L'objectif, c'était de maîtriser le pic de l'épidémie. C'est ce que nous avons fait. Nous avons préservé nos systèmes hospitaliers, on a réussi à infléchir la courbe, voire à la diminuer complètement, puisqu'on a quasiment plus de cas de personnes qui sont aujourd'hui aux soins intensifs. C'était ça l'objectif. Donc il n'y a plus de motif de continuer de prononcer un semi-confinement. Maintenant, plus que le quand, je crois que la vraie question, c'est le comment on reprend. Et comment on reprend, on voit qu'entre le mois de début mars et aujourd'hui, on a beaucoup appris. On a des conditions de reprise qui ne sont pas exactement un retour à la normalité d'avant. On voit bien, tout est réorganisé selon des concepts de protection. Les gens ont appris à tenir leur distance, à plus se serrer la main. Ils ont appris à avoir en permanence avec eux un gel hydroalcoolique. Maintenant, on achète des masques. Disons, on voit bien qu'on a basculé dans une autre normalité qu'avant. Et donc maintenant, si on se tient à ces règles, si on reste discipliné, eh bien, on réussira à reprendre une vie semi-normale. On a vécu un semi-confinement et on va continuer d'apprendre à vivre parce que le virus est encore là. Vraisemblablement, il sera là encore pour un moment, tant qu'on n'a pas de traitement ou de vaccin. En revanche, il n'y a plus de motif à ce qu'on reste confiné et à exploser complètement la vie des hommes et des femmes, parce qu'il y a un danger aussi à rester confiné, il y a un danger de perte de la maîtrise de soi. Hein. Il y a des gens qui ont vécu ce confinement dans des conditions terribles. Les enfants déscolarisés, ça va pas. Les personnes âgées qui n'ont plus de contact. Il y a aussi des conséquences à tout ça. Alors, il me semble que justement dans ta famille, à l'époque, vous parliez beaucoup de politique française. Oui, entre autres, oui. Le 11 juillet 2017, tu as rencontré le président français, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer un président comme Emmanuel Macron? Ah ben, c'était un moment assez insolite sur le plan institutionnel, parce que c'était la première fois qu'il était reçu en Suisse, et à l'époque, Doris Leuthard, qui devait le recevoir, il pouvait pas le faire, et donc c'est moi qui me suis retrouvée de manière complètement bizarre, sur le plan de nos institutions, à recevoir le président Macron sur sol helvétique. Il venait ici à Lausanne défendre la candidature de Paris 24 avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et voilà, donc c'était un moment assez, disons, solennel pour le Conseil d'État vaudois. C'était aussi l'occasion pour nous d'aborder 2 ou 3 sujets sur la question frontalière, entre autres. Et puis, c'est toujours un moment institutionnel intéressant. Très bien. Alors, merci infiniment, Nouria Gohité, de m'avoir reçu ici dans ton bureau à Lausanne. Plaisir pour moi. Alors, merci beaucoup et tout bon pour la suite des événements. À toi aussi, Maxime. Merci. Belle suite. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!